Bonsoir. Je vous propose aujourd'hui de faire connaissance avec un pays qui est le 5e exportateur de pétrole au monde, le 2e fournisseur des États-Unis et à la tête duquel a été élu puis réélu un ancien militaire, Hugo Chavez. Alors, faisons connaissance avec le Venezuela, un pays qu'on pourrait qualifier de pétro-populocratie. Le Venezuela est au nord-ouest du continent sud-américain, au bout de la cordillère des Andes. Le pays a une façade sur la mer des Caraïbes. Il partage à l'ouest une frontière avec la Colombie, au sud avec le Brésil et à l'est avec le Guyana. Sa superficie est de 900 000 km², soit presque 3 fois l'Allemagne, 2 fois la France, pour une population de 26 millions d'habitants. 67% des Vénézuéliens sont des métis, provenant des brassages entre Espagnols, Portugais, Noirs, venus comme esclaves d'Afrique, et population indienne, premier peuple du pays. Aujourd'hui, les Indiens représentent 2% de la population du Venezuela, les principales tribus étant les Warao, les Pemon, les Yanomami. Les Vénézuéliens, à peu près comme dans le reste de l'Amérique latine d'ailleurs, vivent surtout dans les villes. Eh bien, rapprochons-nous pour voir comment marche ce pays. Les villes sont surtout concentrées le long des côtes et dans la cordillère andine de Mérida, qui culmine à 5000 mètres avec le pic Bolivar, avec notamment la ville de Caracas, qui est la capitale, presque 4 millions d'habitants, et les grandes agglomérations de Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, et la conurbation de Barcelona, Puerto La Cruz. Au total, 80% de la population se concentre au nord du pays, sur moins de 20% du territoire, alors que l'intérieur des terres est presque vide. Eh bien, cette dichotomie traduit exactement l'histoire et le mode de développement économique du pays. La colonisation du Venezuela commence en 1520 et dès le début, les colons espagnols créent des villes sur la côte, Cumaná, Coro, Caracas, puis dans la cordillère, Mérida, Valera, Barquisimeto, San Cristobal, car elles offrent un climat plus tempéré et dominent la côte et les piémonts intérieurs. Ensuite, ce sont dans les États du Nord-Ouest que s'amorce l'exploitation pétrolière. Découvert au XIXe siècle, le pétrole va peu à peu devenir le moteur économique du pays et le transformer en profondeur. Il est d'abord exploité par des compagnies britanniques, hollandaises, américaines. Il ne commencera à profiter au budget de l'État vénézuélien qu'à partir de 1946, lorsque le pays fixe avec les compagnies sa part des bénéfices, et surtout en 1975 avec la nationalisation du secteur et la création de la compagnie nationale Petróleos de Venezuela. Depuis, le pétrole représente 30% du PIB vénézuélien. Ce qui a plusieurs conséquences, positives et négatives. D'abord, les revenus pétroliers développent le pays. Construction de routes, d'aéroports, équipements urbains, équipements sociaux. Et ce développement aide à l'unification du pays en permettant une plus grande mobilité des individus. La population augmente grâce à la baisse du niveau de paludisme, d'où la multiplication des villes et un taux d'urbanisation qui passe de 35% de la population en 1936 à plus de 80% en 1980. Ensuite, on a des investissements publics qui sont réalisés dans l'agriculture, dans l'industrie, hydrocarbures bien sûr, sidérurgie, électricité, chantiers navals, les bois, le papier, le transport aérien. Le taux de croissance au Venezuela est de 7% par an entre 1930 et 1980, ce qui est considérable. D'où la montée du niveau de vie et l'émergence d'une classe moyenne. Même si les inégalités sociales restent très fortes, elles sont plutôt moins marquées au Venezuela que dans d'autres pays de l'Amérique latine. Et puis enfin, à l'échelle de l'économie internationale, le pétrole permet au Venezuela de jouer un rôle primordial, car il détient 11% des réserves mondiales. Il est le 2e fournisseur des États-Unis après l'Arabie saoudite. Donc le pays a cherché à maintenir ses revenus pétroliers et à s'assurer de la maîtrise des prix du brut sur le marché international. C'est donc le Venezuela qui a proposé aux principaux producteurs de pétrole, le Koweït, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, de créer une organisation des pays exportateurs de pétrole. Eh bien, c'est ce qui a donné naissance à l'OPEP en 1960. Son siège est à Vienne, en Autriche, et elle compte aujourd'hui 11 membres.
Alors grâce à l'OPEP, le Venezuela profite de prix stables assez hauts. Il en est l'un des principaux producteurs. Il peut y jouer un rôle dynamique en régulant sa production pour maintenir ou au contraire faire monter les prix du brut. Bien, mais voyons maintenant les effets négatifs d'un développement trop exclusivement axé sur le pétrole. D'abord, on l'a compris, le développement des villes, la modernisation des infrastructures ont entraîné l'exode rural et augmenté le déséquilibre à l'intérieur du pays entre une frange nord, qui réalise 90% du produit intérieur brut, et le sud du pays. Or, ce sud est riche en terres arables, en mines de fer, bauxite, or, diamants, en réserves forestières, en eau. Les mines de fer sont principalement exploitées, ainsi que la production hydroélectrique qui couvre l'essentiel de la consommation nationale. Ensuite, les exportations du Venezuela proviennent à 80% du pétrole, c'est dire le niveau de dépendance du budget. L'économie est restée peu compétitive, hors secteur pétrolier, contraignant à de fortes importations. Elle a conduit à l'émergence de monopoles d'État dans l'industrie, ce qui a favorisé le clientélisme et la corruption. En 1982, la crise économique qui se dessine à partir de la chute des prix du pétrole et l'accroissement de la dette extérieure en 1983 se transforme en crise politique. Augmentation de la pauvreté, des inégalités sociales, corruption. Les partis au pouvoir depuis 1958 sont discrédités, ce qui conduit en 1998 à l'élection à la présidence d'un ancien militaire qui s'appelle Hugo Chavez. Il est plébiscité par les classes moyennes et les catégories les plus pauvres qui se reconnaissent bien dans cet homme politique issu du métissage. Alors Chavez lance un projet de refondation de la nation qu'il nomme Révolution bolivarienne, s'appuyant sur le passé glorieux du pays, incarné par Simon Bolivar, libérateur de l'Amérique latine du colonisateur espagnol. Le pays est renommé République bolivarienne du Venezuela. Il est doté d'une nouvelle constitution en 1999 qui affaiblit les pouvoirs du Parlement et favorise les décisions politiques par référendum. On met en place le plan Bolivar 2000 qui a permis la construction d'écoles, des campagnes d'alphabétisation, de vaccination, des aides aux plus démunis. Au niveau international, il se présente en leader des pays en développement, en digne successeur de Fidel Castro, mais légitimité démocratique en plus. Il se rapproche d'ailleurs de Cuba en novembre 2000, en s'engageant à livrer à la Havane un tiers de ses besoins en pétrole à des conditions avantageuses. Il visite Saddam Hussein, la Libye de Kadhafi, ce qui évidemment plaît assez peu à Washington. Car la politique de Chavez est marquée par une opposition assez nette aux États-Unis, notamment au sein des Nations Unies. Par exemple, le Venezuela se prononce contre la guerre en Irak en 2003, tout en poursuivant bien sûr ses livraisons de pétrole aux États-Unis. Alors cette opposition relative aux grands voisins du Nord a conduit Chavez en 2001, avec ses voisins colombiens, péruviens, équatoriens, boliviens, à accélérer l'intégration régionale de la communauté andine des nations. Or, la complaisance de Chavez vis-à-vis des guérillas colombiennes, des FARC, qui trouvent refuge au Venezuela, a rendu évidemment difficiles les relations avec le voisin colombien et bloqué toute avancée concrète. Alors on le comprend, le bilan est mitigé. Certains s'inquiètent dans le pays de la criminalité à Caracas, de la militarisation de la société, des nominations militaires au gouvernement, à la tête d'entreprises publiques ou de projets de développement, d'où la crainte d'une dérive autoritaire. D'autres craignent un dérapage vers la violence que la polarisation entre pro et anti-Chavez pourrait favoriser. Alors comment peut-on expliquer la victoire de Chavez au référendum d'août 2004 alors que les transformations institutionnelles que j'ai évoquées ne se sont pas accompagnées d'une amélioration du niveau de vie pour les plus pauvres? Eh bien d'abord, Chavez a pu profiter du doublement du prix du baril du brut entre 2002 et 2004. Cela lui a permis de lancer des programmes sociaux d'urgence. Ensuite, il reste apprécié de beaucoup de Vénézuéliens, avec un discours populiste, révolutionnaire, teinté de références religieuses. Et puis en face, de toute façon, l'opposition ne forme pas une alternative crédible et elle est souvent dans le pays perçue comme corrompue. Si
vous voulez avoir une vue générale des problèmes de l'Amérique latine, je vous conseille de lire la revue Amérique latine, l'édition 2004, sous la direction de Jean-Michel Blanquer, à la documentation française. Et puis je vous signale la parution d'une nouvelle revue d'histoire bimensuelle, Questions pour l'histoire, dont le numéro 1, octobre-novembre, traite notamment de Napoléon Bonaparte, mais également des Pays-Bas qui sont présidents de l'Union européenne.